La première question de ce débat va être issue de ma pratique de 33 ans de médecine générale ici à Lille, de cette chance d'avoir la proximité avec la Belgique et d'avoir dû avoir un certain nombre de désobéissances civiques. Je vous explique. En 87, voilà qu'on se décide à accompagner ces hommes et ces femmes porteurs du VIH, du sida, et que du coup je rencontre ces hommes et ces femmes qui se soignent avec l'héroïne, le plus puissant des apaisants de la Terre, ces opiacés nécessitants, et que du coup je rencontre mes amis belges, parce que figurez-vous qu'en Belgique, depuis 1985, tous les médecins étaient habilités à prescrire la méthadone qui permettait à ces gens de ne plus courir après leurs produits dans la rue avec les dealers. Il a fallu en France qu'on attende 97 et les milliers de morts du sida pour qu'enfin on ait une loi, on ait l'autorisation. Sauf que Madame Barzac, sympa qui y va, donne l'autorisation aux soi-disant spécialistes. Figurez-vous qu'en Belgique, je participais d'un groupe pratique partagée autour des assuétudes. Ils parlaient, eux, d'assuétudes. Nous, c'était des toxicos. C'était des addicts, en Belgique, des assuétudes. Et donc, voilà qu'on donne le monopole aux soi-disant spécialistes qui étaient totalement opposés à cette prescription. Deuxième exemple, la rencontre avec le VIH me fait rencontrer la communauté LGBT. Et voilà que je rencontre la communauté L, qu'avec la maison de santé, on ouvre un groupe parentalité et que pendant des années, on va accompagner, grâce à Tournai, à l'hôpital, le service de PMA, ces femmes dans leur demande de procréation médicale assistée. Puisqu'en France, il a fallu qu'on attende 2021 pour qu'enfin il y ait une ouverture. Vous aviez fait aussi un travail là-dessus au niveau de la bioéthique. Il y ait une ouverture pour ces femmes en demande de parentalité alors qu'elles sont avec une femme, alors qu'elles sont en communauté de vie avec une femme, voire même en monoparentalité. Il a fallu attendre 2021. Figurez-vous que ce rencontre nous a fait rencontrer la communauté T, la communauté trans, et qui était en France dans les années 95, horriblement suivie par les soi-disant spécialistes. Il a fallu qu'on aille à Gand, en Belgique, et avec la maison de santé, prendre ces gens en charge, avec en France, 10 ans plus tard, enfin, des ouvertures qui commencent à arriver. Dernier exemple, depuis 2002, mes amis belges et mes copains médecins généralistes belges ont la possibilité de prescrire une aide médicale à mourir. Alors que nous, on est en 2024, 22 ans plus tard, et toujours rien. Et j'aurai d'autres exemples là-dessus avec mes amis belges qui... Alors, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que nous avons inlassablement 15, 20 ans de retard avec des pays comme la Belgique sur des lois éthiques, sur des problèmes de société, sur des avantages qui sont évidents? Comment ça se fait qu'on a 15, 20 ans de retard, qu'il faut, comme avec le VIH, des milliers de morts, pour qu'enfin ça bouge? À votre avis, qu'est-ce qui fait ça? Merci beaucoup. Si vous me permettez, je voudrais juste d'abord remercier tous ceux qui m'ont invité et qui m'ont donné le plaisir de vous revoir, parce que je reconnais beaucoup de visages déjà connus parmi vous. Donc je ne suis pas sûr que je vais vous apporter beaucoup de connaissances nouvelles, puisqu'on a déjà débattu pour beaucoup d'entre vous sur ces sujets. Mais j'espère quand même apporter quelques réflexions plus récentes. Et je suis content qu'on ait l'occasion de le faire sous forme de débat. Je réponds à votre question sans avoir de certitude. La vérité appartient à ceux qui la recherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir, comme le disait Condorcet. Donc je n'ai pas la vérité pour répondre à votre question, pourquoi la France est systématiquement, sur tous les sujets sociétaux, en retard, sur tous les pays environnants, y compris les pays très catholiques comme l'Espagne et l'Italie, et bien entendu les pays anglo-saxons ou les pays d'Europe du Nord. Pourquoi toujours ce retard? J'y ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas trouvé une explication rationnelle, mais il me semble quand même qu'il y a une démarche très différente dans notre pays, qui existe depuis déjà pas mal de temps, et qui est caractérisée par l'absence totale de tout pragmatisme dans toute la sphère
politique et sociétale. C'est-à-dire que si on se compare, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, pardonnez-moi, je ne suis pas un médecin belge, donc je ne vais pas pouvoir vous apporter une pratique de l'euthanasie, mais seulement des réflexions. Et mon aspiration à pouvoir enfin rejoindre mes amis belges dans des pratiques qui sont largement autant exigées en France qu'ailleurs. Parce que quand on vous dit qu'il faut qu'on trouve un système français, mettez ça tout de suite de côté, ça ne veut rien dire. On ne meurt pas différemment à Bruxelles, à Paris ou à Lille. Hein. Donc, n'acceptez pas qu'on vous présente un modèle français. Parce que si on fait un modèle français, ça voudra dire qu'il sera moins bien que ceux de tous les autres pays. Donc, demandons à avoir un modèle universel. Universel. Bon. Basé sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés depuis plusieurs décennies. Vous avez raison. Mais pourquoi nous, en France, on est comme ça? Il se trouve que, quand je parle avec mes amis belges, je suis toujours impressionné, d'abord par leur gentillesse, leur simplicité, la clarté, la limpidité de leur expression, mais aussi et surtout par l'idée que s'il y a un problème, il faut d'abord le poser, l'analyser, après chercher une solution, et troisièmement, appliquer cette solution. Voilà. Et comme ça, on résout les problèmes de fin de vie, on résout les problèmes liés à la procréation, à l'homosexualité, à ceci, à cela, au transgenre. Tout. Je dis problème, c'est pas le mot d'ailleurs, mais disons, toutes ces questions-là sont abordées simplement, clairement, avec le désir de trouver la solution. En France, non. En France, non. Vous avez une nouvelle question qui se pose, cherchons pas la solution. Essayons de trouver le principe supérieur qui va s'imposer aux Français pour empêcher d'avoir une solution. Et je vais vous donner un très bel exemple de ça, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. La loi sur la bioéthique, la dernière révision, dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale, j'ai été convoqué par les plus hautes autorités du pays, vous devinez lesquelles, qui me disent « Attention, attention, c'est un sujet sensible ». J'ai dit « Oui, moi je fais toujours attention, bien sûr, pas de peine à me dire. Mais il faut qu'on avance quand même, hein, parce qu'on est le dernier de la classe, là, parmi les pays démocratiques. Oui, c'est vrai, dans les pays totalitaires et les théocraties, les dictatures, ils sont encore moins en avance que nous. Mais en dehors de ça, parmi les démocraties, on est les derniers de la classe. Alors, d'accord, je veux bien faire attention, mais attention à quoi? Il y a des grands principes au-dessus. Et c'est quoi ces grands principes? Des immenses principes. Si vous touchez le mot génétique, ça voudra dire eugénisme. Donc, interdit de faire des tests génétiques. Donc, nous sommes le pays, je vous l'apprends ça, qui, parmi tous les pays développés, fait le moins de diagnostics néonataux de maladies. En France, nous venons juste de permettre le diagnostic d'une 6e maladie, quand tous les autres pays diagnostiquent 40 à 50 maladies. Je ne parle même pas d'Israël, où c'est au moins 70. Mais peu importe, c'est facile de le faire. Sauf que pour faire ces diagnostics à la naissance, il faut faire un test génétique. Et ce test génétique, en France, on n'a pas le droit de faire des tests génétiques. Or, le corollaire de ça, c'est que quand vous faites un diagnostic chez un nouveau-né, un exemple que j'ai bien pratiqué pendant toute une longue période de ma vie, le diagnostic de ce qu'on appelle le déficit immunitaire combiné sévère. Ces enfants qu'on met dans des bulles pour pas qu'ils meurent du premier microbe rencontré. Et leur espérance de vie, sinon, est de moins d'1 an. Ces enfants-là, on peut en faire le diagnostic si on fait le test à la naissance. Si on ne fait pas le diagnostic, on fera le diagnostic quand ils auront des infections rebelles, graves, qu'on ne pourra pas combattre. Dans le premier cas, diagnostic à naissance, on les isole dans leur bulle stérile et on leur fait une greffe de cellules souches. Et ils sont guéris, pour la vie durant, complètement guéris. Si on ne fait pas le diagnostic tout de suite, eh ben, ils ont des graves maladies et on en guérit moins de la moitié, parce qu'ils meurent des infections. Et c'est vrai pour les autres maladies. Tout un tas de maladies métaboliques, on fait le diagnostic, on leur donne un régime particulier, on leur donne des traitements, et la maladie est beaucoup moins grave. Si on ne fait pas le diagnostic, eh ben, le diagnostic trop tardif ne permet pas de revenir en arrière. C'est un des exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini. Donc, il y a des grands principes. Pour la procréation, en France, le mot même de gestation pour autrui fait apparaître des diables partout. Bon, il se trouve qu'il y a une forme de gestation pour autrui qui, dans le monde entier, est appelée la gestation pour autrui éthique. Alors je dis, il faut qu'on dise que c'est interdit
au nom de nos principes éthiques, et pourtant on l'appelle la gestation pour autrui éthique. J'ai de la peine à comprendre. Ah non, non, il ne faut pas le faire. Mais ça va très très loin, ça. Parce que du coup, je ne suis pas arrivé à faire passer dans la loi l'idée que les enfants qui sont nés à l'étranger, puisque ce n'est pas permis en France, de gestation pour autrui, puissent être reconnus comme les enfants de leurs parents. On n'a pas le droit en France. J'ai pu faire voter, je dois reconnaître, surtout grâce aux députés femmes, qui étaient sur ces sujets plus en avance que leurs collègues masculins, je suis arrivé à faire voter le fait qu'au moins on reconnaisse ces enfants dans leur parentalité, pour qu'au moins ils aient des droits, pour qu'ils ne soient pas des enfants de personne, de nulle part. J'ai pu le faire voter. Une semaine après, le gouvernement est revenu en disant « il faut qu'on vote sur le même sujet pour abroger ce qui a été fait ». Et évidemment, la pression a été mise sur un certain nombre de députés qui attendaient peut-être tel ou tel avantage, ou que sais-je, pour que soit ils s'abstiennent en allant se promener pendant le temps du vote, soit ils avaient voté pour, et puis maintenant ils votaient contre. Bon, voilà. Pour qu'on interdise ça. Bon. Le résultat, on vient d'avoir un exemple tout récent, puisque vous parliez de ces questions, en définitive avec la question relative à la procréation, une femme, je crois que c'était en Bretagne, il me semble, qui avait un projet parental avec son mari, qui avait une maladie grave, fait des embryons avec son mari, qui sont au congélateur, etc. Bon, son mari décède de sa maladie grave, elle dit je veux poursuivre mon projet parental, je veux... Bon. Et elle s'adresse aux autorités, interdit en France. Interdit, pourquoi? Vous n'avez pas le droit, votre mari est mort. Et vous m'avez dit qu'on a fait passer une loi pour que les femmes seules puissent avoir des enfants avec la PMA. Et moi je suis une femme seule, maintenant je suis une veuve. Ah oui, mais une veuve, c'est pas une femme seule. Ah bon? Et alors, je ne peux pas avoir d'enfant. Si, en prenant des spermatozoïdes de quelqu'un d'autre que votre mari. Ah bon? Et mes embryons, qu'est-ce que je peux en faire? Vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre, mais pas vous. Ils pourront naître chez quelqu'un d'autre. Et quand il aura 18 ans, le gamin qui va être né dans l'utérus d'une autre femme, il pourra venir vous voir parce qu'il aura le droit de savoir que c'est vous, la mère génétique. Il viendra vous voir. Il vous dira, tu es ma deuxième maman, c'est tes ovocytes, et puis les spermatozoïdes de feu mon papa qui m'ont permis de naître, mais il a fallu que je naisse dans une autre famille d'adoption, comme ça, voilà, parce que c'est la loi. Une loi qui est quand même singulière. D'ailleurs, la France est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je termine ma réponse à cette question, bien que je sois très fier de mon pays, bien que je sois extraordinairement content que la France ait pu être considérée il y a quelques siècles comme le pays des droits de l'homme, je suis navré de vous apprendre que depuis quelques siècles maintenant, nous ne sommes plus le pays des droits de l'homme. On est un des pays qui est régulièrement condamné pour non-respect aux droits des enfants, aux droits des femmes, aux droits des malades en fin de vie, aux droits des personnes fragiles, etc., etc., et évidemment aux droits des trans, qui eux aussi n'ont pas le droit à la procréation médicalement assistée dans notre pays. C'est quand même choquant. On dit PMA pour toutes. Ah oui, mais sauf les trans, sauf les veuves, sauf les ci, sauf les ça. Mais c'est absurde, absurde. Voilà. Donc nous sommes un pays qui, parce qu'il a des principes supérieurs, probablement hérités d'une puissance divine avec laquelle je n'ai pas communiqué suffisamment, il y a des principes qui nous interdisent de donner des conditions de vie décentes à nos concitoyens. Je suis navré de le dire comme ça, mais vous comprenez que j'ai un peu de colère, parce que tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, que tous les Français sont d'accord avec cela, mais qu'il y a des principes qui empêchent. Est-ce que ça vous explique pourquoi la France est en retard? En partie. Cherchez d'autres explications, je suis prêt à les entendre. En partie. Et par rapport au sujet qui nous concerne, pour lequel on est là, il y a eu 4 dépôts de loi, dont le vôtre, avec des lois différentes. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, ça bouge un peu, ça? Oui, écoutez, ça fait presque un demi-siècle, depuis le sénateur Henri Caillavet, qui a eu des propositions de loi. J'ai intitulé un petit texte, donné le titre « Une loi en perpétuelle gestation ». Moi, en tant que médecin, j'avais l'habitude que les gestations, c'était 9 mois. Et qu'après, c'est un peu dur à supporter par la mère, et puis par l'enfant aussi, d'ailleurs, qui est post-mature et qui n'est pas en très bonne forme. Bon.
Mais c'était peut-être une erreur. Pour cette loi-là, ça va être un demi-siècle, la gestation. Bon, un demi-siècle. Maintenant, on a au moins un avantage. Reconnaissons cet avantage. C'est que comme tous les autres pays ont déjà légiféré, on sait ce que ça donne, on sait comment éviter les choses trappes, comment être parfait. Et si c'est ça le modèle français, c'est être parfait en s'inspirant des autres, je veux bien qu'on le fasse. Mais si c'est par contre un modèle réduit, un modèle à minima, en faisant beaucoup moins que les autres, alors ça, moi, le modèle français, je n'aspire pas à cela, évidemment. Donc pourquoi et comment ça évolue aussi lentement? Je crois qu'il y a une forme de malédiction qui n'est pas divine, mais qui pèse sur cette question, puisque beaucoup s'ingénient à retarder. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans votre exposé, M. Perdant, en indiquant que en France, par exemple, les ecclésiastiques, les autorités ecclésiastiques étaient très 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 conservatrices, plus même encore qu'en Belgique. Vous avez raison, c'est un fait. Mais je dirais, les autorités, il ne faut pas dire la religion en France, parce qu'il y a un divorce énorme, un gouffre entre les autorités et les fidèles. Je vous donne qu'un exemple sur la fin de vie. Fin de vie, je n'ai toujours pas trouvé un archevêque qui accepte d'avoir le minimum d'indulgence pour cette loi. Toujours pas. J'en ai beaucoup cherché, mais ils disent toujours non. Par contre, vous demandez aux chrétiens, les plus croyants, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a encore. Vous les interrogez, et pour pas être avec la tentation de pousser à une réponse qui soit trop favorable à notre cause, vous les faites interroger par les journalistes du journal La Croix. La Croix. Les journalistes de La Croix, ils interrogent les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches. Bon. Que donne le résultat, selon vous? Comme les archevêques? Nenni. 72% des catholiques veulent la liberté d'accès à une aide active à mourir. 72%. Donc on ne va pas dire que c'est la religion catholique, en fait. Ce sont quelques archevêques, il n'y en a pas tant que ça, qui se sont réunis entre eux et qui disent « on ne veut pas de ça ». Mais tranquillisez-vous, parce que ceux-là, ils ne vont être contre que pendant 6 ou 7 siècles, pas plus. Regardez comme maintenant, ils sont d'accord, enfin, depuis quelques décennies, pour accepter les découvertes de Copernic et de Galilée. Maintenant, ils disent c'était vrai. Ils mettent que 6 ou 7 siècles à dire non, puis après ils disent oui. Eh bien, voilà, attendons, soyons patients. C'est comme les hommes qui courtisent les femmes, il ne faut pas les brusquer, il faut les respecter. Il faut attendre 5 ou 6 siècles et elles céderont un jour. Et c'est pareil, voilà. Et donc je crois que oui, c'est ça qui nous fait si lentement évoluer et qui nous rend un petit peu ridicules parfois face au monde. Mais il y en a qui, au contraire, en sont très fiers de cette lenteur, de cette inertie, de cette difficulté à avancer, en disant « nous sommes plus prudents ». Nous sommes très prudents. Je complète mon explication du fossé entre la hiérarchie catholique et puis les fidèles. Il y a beaucoup de fidèles qui sont plus progressistes que leur hiérarchie, évidemment. Et quand vous regardez aussi des questions aussi simples que la contraception, essayez encore de me trouver un archevêque pour la contraception. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils y connaissent, franchement. Bon, enfin moi je veux bien leur faire un cours médical. Mais même après le cours, ils continueront à être contre, parce qu'il y a le dogme. Voilà, c'est comme le principe, ça, le dogme. Et non. Bon, ben écoutez, je suis navré. En 50 ans de pratique médicale, je n'ai pas trouvé une femme qui me dise qu'elle était contre la contraception. Pas une seule, parmi toutes celles même qui vont à la messe tous les dimanches, comme je vous disais. J'en ai proposé beaucoup à des femmes dont la maladie aurait été aggravée par une grossesse. Et quand je savais qu'elles avaient des convictions, je disais, écoutez, dites-moi bien si vous suivrez ma prescription, parce que l'objectif, c'est que vous ne soyez pas plus gravement malade avec une grossesse qui surviendrait de façon inopinée. Mais ils disaient, mais non, ne craignez rien. Moi, je vais écouter mon confesseur pour les questions religieuses, bien sûr, c'est lui qui a raison. Mais pour les questions intimes,
je vois avec mon mari dans notre alcôve et on se débrouille très bien comme ça. Donc je crois que l'intelligence, vous voyez, l'intelligence populaire est bien plus importante, c'est-à-dire que les gens trouvent le moyen de savoir ce qu'il faut entendre des grands discours, aussi bien des hauts responsables politiques que des hauts responsables religieux, que de tout ce que vous voulez, même parfois des professeurs de médecine. Ils savent très bien prendre leur distance pour dire on va raisonner avec notre bon sens. Et le bon sens est plus important que les principes qui leur sont proposés. Je pense qu'on pourrait peut-être développer encore tout ça parce que, oui, vous l'avez bien débattu, il nous faut, soyons concrets, il nous faut avancer quand même. Hein. Au bout d'un demi-siècle, on peut. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, disait, paraît-il, Victor Hugo. L'heure est vraiment venue de rattraper un tout petit peu nos amis belges, hollandais, espagnols, enfin de tous les pays. Il faut y arriver. Quels sont les obstacles, hein? On en a entendu un certain nombre là. Eh ben, moi je crois que ces obstacles, ce n'est pas la religion. Je viens de vous le dire, puisque les fidèles sont pour, et c'est eux qui sont concernés. Ce n'est pas, contrairement à ce que disent certains, les médecins. J'ai bien lu, comme vous, évidemment, la une du Figaro, 5 colonnes à la une, Madame Claire Fourcade, qui dit qu'il y a 800 000 soignants, je ne sais d'ailleurs pas où ils les trouve, parce que on aimerait bien qu'il y en ait autant que ça, parce qu'on en manque, il y a une pénurie, mais enfin, qui sont contre. Et vous savez ce que c'est, ce mensonge-là? Je suis navré de dire ça de Madame Fourcade, qui est une femme probablement respectable, mais qui manie le mensonge avec autant d'habileté que Monseigneur Aupetit quand il disait qu'en Belgique, on euthanasie les enfants autistes. Alors, donc, Madame Fourcade écrit « Tous les soignants sont contre ». Tous les médecins sont contre, tous les soignants. Vous savez comment elle a obtenu ce chiffre de 800 000? Vous savez comment elle a fait? Ils se sont réunis, je présume dans un bon restaurant parisien, je ne sais pas où en fait. Ils se sont réunis avec quelques présidents de sociétés qu'on appelle savantes. C'est en général pas un qualificatif très vénérable, une société savante. Mais enfin, considérons-les quand même comme peut-être des savants. Un peu réac souvent, c'est pour ça que... Bon, on prend quelqu'un du Conseil de l'Ordre, on prend quelqu'un des soins palliatifs, on prend quelqu'un d'une autre spécialité. Ces gens-là sont rassemblés par le fait qu'ils sont tous issus de familles très réac et ayant envie non seulement que la société n'évolue pas, mais qu'on puisse un peu revenir en arrière. Ces gens-là sont évidemment les suppôts de M. Bolloré. Et évidemment de toute la presse écrite, orale ou télévisuelle de M. Bolloré. Donc ils trouvent des échos formidables. Ils sont très peu nombreux, très peu nombreux. Ils font quelques pourcents de la société française, même pas. Certainement beaucoup moins de 5%. Mais ils parlent comme s'ils étaient la majorité. Et donc, ils se sont réunis, une demi-douzaine ou un peu plus de ces responsables, et ils ont dit, dans ta société savante, il y a combien de participants? Oh, chez nous, on est 10 000. Chez nous, on est 50 000. Pour les soins palliatifs, on est tant. Bon, d'accord. Bon, on va ajouter tous ces nombres. Nous, on est les présidents. Nous, on est contre la loi sur l'aide active à mourir. Donc, ça veut dire que tous sont contre. Avec ce raisonnement-là, imaginez ce que pourrait dire notre vénéré président de la République. Il dirait, moi, Emmanuel Macron, je pense que la retraite doit être plus tard. Je pense, et je suis élu par les Français. Donc tous les Français pensent comme moi. Et donc il n'y aura pas un seul Français dans la rue le jour où je mettrai la retraite à 70 ans. Et ben voilà. Voilà ce type de raisonnement. Et c'est comme ça que Mme Fourcade nous fait croire que les soignants sont contre. Eh bien c'est faux. Là encore, demandons aux organismes habilités à faire les sondages chez les médecins, les SCOP. Ils font le sondage rigoureux, scientifique, sans aucune influence, sans aucun biais. Combien de médecins, d'après vous, ont répondu qu'ils étaient favorables? 71%. Oui, hein, à peu près comme les catholiques. Vous voyez, bon, 71%. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tous
des aides actives à mourir eux-mêmes, parce que certains, soit invoquent la clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour que le malade choisisse, mais ne veulent pas le faire eux-mêmes, soit n'ont aucune expérience de cela, ils ne savent pas manier les produits efficaces, et ils ne veulent pas s'aventurer, et c'est bien ainsi, comme un petit peu les gynécologues quand la loi sur l'IVG est arrivée. Quand la loi Veil a été votée, les gynécologues, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est très bien, les femmes ont le droit de choisir, mais on ne va pas les faire nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, on a appelé ça des avortements criminels, punis par la loi, qui nous mettent en prison, rayés du Conseil de l'ordre et tout. On ne peut pas du jour au lendemain se déjuger comme ça. Donc on ne les fait pas nous-mêmes, mais on transfère cette responsabilité à certains de nos jeunes collègues, confrères, qui eux-mêmes font. Et c'est très bien ainsi. Parce que s'ils ne voulaient pas le faire, c'est qu'en plus, ils ne savaient pas le faire. Chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, 80% des IVG sont faites par les médecins généralistes. Mais absolument. C'est exactement ça. Et ça a été une nouvelle génération de médecins généralistes qui a dit, mais nos copines là, qui sont dans la détresse, on ne va pas les laisser sans solution et on va apprendre. Et ça s'apprend assez facilement et on fait bien. On a appris au planning. Voilà. Les IVG médicamenteuses aujourd'hui sont faites par les sages-femmes. Par les sages-femmes. Très bien, bien sûr. Mais évidemment, et c'est très bien ainsi. Mais je voudrais revenir sur cette question de la comparaison avec l'IVG. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre l'IVG et l'aide active à mourir. Dans les deux cas, ce sont le manque de loi induit des inégalités très choquantes. Avant la loi sur l'IVG, les femmes fortunées allaient déjà à Londres, à Genève et ailleurs, et elles avaient des très bonnes conditions d'IVG. Et les femmes dans les milieux populaires, eh ben, c'était les faiseuses d'anges, les aiguilles à tricoter, les septicémies à perfringens, la mort en insuffisance rénale aiguë, etc., etc. Ce qui est quand même un petit peu choquant. Et puis, par ailleurs... Et après, il y a eu le MLAC. Pardon? Et le MLAC avec la désobéissance civile. Oui, absolument. Donc on peut dire qu'il y a quand même des points communs. Et je crois que, si vous me permettez, je voudrais dire que quand on va introduire enfin l'aide active à mourir, je crois qu'il faut se battre pour que ce soit le malade et lui qui choisisse le mode d'aide active à mourir. Je vais vous dire ça, c'est un point que moi, je pense très très important. Parce que la loi qui se prépare, elle va nous dire, oh, suicide assisté, mais exception, l'euthanasie sera uniquement réservée aux gens qui sont quadriplégiques, impossible de bouger, qui ne peuvent pas tourner la roulette de la perfusion. Voilà. C'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Pour moi, c'est pour ça que je fais la comparaison avec l'IVG, c'est exactement comme si le médecin qui est chargé des IVG, qui a une patiente qui vient le voir et dit ouais, « moi j'ai une grossesse là qui est arrivée, pas du tout, en plus c'était un inceste et tout, bon, je veux pas, il me faut une IVG. » Le médecin dit « écoutez, bon, c'est ce que vous voulez, ben écoutez, passez la phase de la voie médicamenteuse, donc quelques semaines de plus. » On lui dit ben, « tenez, je vous donne des instruments, rentrez chez vous et débrouillez-vous avec les instruments, faites-vous votre IVG. » C'est exactement ça si on interdit aux gens d'avoir l'euthanasie. Si on leur dit « vous avez la possibilité du suicide assisté, mais pas l'euthanasie », c'est exactement comme si on disait à une femme « je vous donne les instruments et faites-vous votre IVG vous-même. » Et le malade en fin de vie, débrouillez-vous pour faire votre suicide vous-même. Je vais pour ça citer une phrase issue du livre de Marie de Roubaix, qui avait écrit ce livre « 6 mois à vivre », qui est morte il y a déjà pas mal de temps en Belgique d'une euthanasie. Elle avait un cancer généralisé. Elle écrit une phrase où c'est son mari qui parle. Et celui-ci dit, Marie, donc la malade elle-même, me répétait sans cesse, le suicide, j'y ai beaucoup pensé, mais je ne veux pas. Elle ne voulait pas le faire à cause de nous. Quand il dit nous, c'est le mari et les enfants. Elle voulait protéger son mari et ses enfants, même au moment où elle partait. Parce que le suicide laisse une image de violence derrière soi. Elle était persuadée, à juste titre, que les proches de quelqu'un qui s'est suicidé ressentent à vie une culpabilité. Elle voulait que la société prenne jusqu'au bout, vis-à-vis de l'homme ou de la femme, toutes ses responsabilités. Je crois que ces mots sont importants à méditer. Ce n'est pas la même chose, le suicide assisté et l'euthanasie.
Les deux ont le même résultat, mais c'est le malade qui doit choisir, et lui seul. Et on ne doit pas imposer à quelqu'un de faire un suicide assisté s'il réclame une euthanasie. Ce n'est pas... C'est une violence qui lui est réalisée. C'est un peu une violence comparable. Vous allez croire que j'ai quelque chose contre Claire Fourcade, ce qui n'est pas le cas. C'est un peu comme ce qu'elle disait. Elle disait, Claire Fourcade, mais attendez, dans ce pays, la mort existe bien. Oui, ça ne nous apprend rien. On sait tous que nous sommes mortels. La mort existe bien. Chacun peut y recourir. Personne ne vous interdit de vous suicider. Voilà. Elle disait aux gens, si vous voulez, suicidez-vous. Et moi, ça me rappelle cette jeune fille qui était venue me voir à ma permanence, 18 ans, la jeune fille. Elle m'a raconté, chez elle, son père avec une maladie incurable, les médecins qu'elle avait vus dire « Ah ben on peut rien faire, on lui donne un peu des antalgiques, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. » Bon, ils étaient dans la ruralité, comme on dit maintenant, cultivateurs, et ce jour-là, ils étaient juste tous les deux à la maison. Le matin, la jeune fille se lève, elle prépare le petit déjeuner, gentiment. Elle savait que son père se levait un peu plus tard, comme il était très fatigué par sa maladie. Bon, et puis elle l'appelle, viens déjeuner. Pas de réponse. Elle rappelle, pas de réponse. Elle va voir dans la chambre, il n'est pas là. Prise d'une angoisse, elle fait le tour de la maison. Personne. Elle va dans la grange, pendue à une poutre de la grange, voilà. Et ça se passe très fréquemment dans notre pays. En milieu rural, le nombre de gens qui se suicident en se pendant. Est-ce que c'est pas violent, ça? Est-ce que c'est pas à la société de prendre ses responsabilités avec l'ensemble de son corps soignant, avec tout le monde? Et à ce moment-là, on dit, oui, madame ou monsieur, qui est en fin de vie, nous reconnaissons votre droit à invoquer l'aide active à mourir, nous reconnaissons que vous n'en pouvez plus, nous reconnaissons que votre maladie est incurable et donc nous vous aidons à passer honorablement, dignement, facilement ce cap dans les meilleures conditions de sérénité possibles. Et c'est ça toute la différence. Donc je crois que oui, on a besoin de se mobiliser pour obtenir tout cela. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques, dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Mais je pense que ça va être un combat qui sera important et que nous devrons continuer aussi au moment de l'application de la loi. Parce que comme pour l'IVG, vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont dire ici, circuler, il est interdit de faire des euthanasies ou des suicides assistés. Dans tout l'établissement ici. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils disent on a la clause de conscience. Il y a des cliniques qui disent nous avons la clause de conscience, on ne fait pas d'IVG ici. Et demain, il y aura des services de soins palliatifs qui disent ici on ne le fait pas. Est-ce que vous croyez que des murs ont une conscience et qu'ils puissent invoquer la clause de conscience? C'est interdit et il faudra le faire respecter. Si un médecin entre dans ces murs et qu'il veut faire, pour une personne qui est dans les conditions définies par la loi, susceptible d'avoir une activité mourir, personne ne doit l'empêcher. Vous savez que pour l'IVG, il a fallu que nous votions une loi qui est la loi sur l'entrave à l'accès à l'IVG. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient l'empêcher. Eh bien là, il y aura des gens qui voudront empêcher l'accès à l'aide active à mourir. Donc il faudra aller très fort contre eux, parce que ces gens dont vous avez parlé, qui sont des opposants, soutenus par la presse Bolloré, soutenus par tous ces courants-là, soutenus par les millions de dollars américains. J'avais un chiffre là, que... Bon, c'est pas des millions celui-ci. Et puis je m'arrête après. Juste pour parler de... Bon, juste en un an, un seul organisme, hein, qui est... l'ADF, Alliance Defending Freedom, juste une association qui a des prolongements jusqu'à
400 000 US$ pour la France en 2021. Et je ne vous dis pas ce que apporte en plus le CFJ, etc., etc. Ils inondent notre pays d'argent, comme la Fondation Lejeune, pour empêcher que l'aide active à mourir ne survienne. Donc ne soyons pas naïfs, ils sont très peu nombreux, mais ils sont pleins d'argent, pleins d'une volonté de nous empêcher, et on doit les combattre pied à pied. Merci.